merci encore. Et Laurent, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Ben, je suis très heureux d'être parmi vous. J'ai même mis une cravate, parce que normalement, à l'Interallié, il faut mettre une cravate. C'est la première fois depuis un certain nombre d'années. Et ils n'ont bien évidemment pas vu mes converses, sinon j'aurais été refoulé. Oui, ce matin. Je suis entré très discrètement, veillant à ce que la paritaire ne voit pas ni mes chaussettes, ni les chaussures. Merci beaucoup pour cette invitation sur un sujet qui me passionne et sur un sujet qui nous concerne tous, parce que le changement de la médecine liée à l'intelligence artificielle et à l'introduction des technologies NBIC, les nanobiotechnologies, l'informatique et puis les sciences cognitives, font rentrer la médecine dans le royaume de Homo Deus, pour reprendre l'expression, dans le royaume de l'homme démiurgique. Et donc la médecine devient une industrie géante alors qu'elle était un petit artisanat. Alors, non, je préfère encore pour ce Et il paraît qu'il y a des voleurs à l'intérieur. Et donc cela change radicalement l'organisation médicale qui passe d'un artisanat au développement de grandes entreprises data-driven, basées sur les données. C'est une modification radicale du pouvoir médical, bien évidemment. On le voit de multiples façons, par l'entrée des géants de l'intelligence artificielle dans la santé. Google a créé une dizaine de startups santé, dont Calico, qui est destiné à euthanasier la mort, c'est-à-dire à nous rendre immortels. Mais Amazon et Apple sont aussi rentrés dans la santé. Mark Zuckerberg dépense des milliards et des milliards dans la santé. Nous avons une industrialisation de la médecine qui change radicalement la problématique de la santé. La santé, c'était des hôpitaux avec des médecins isolés, travaillant chacun dans leur coin avec leur secrétaire, leur bite et leur couteau. On passe de ce système décentralisé à un système d'entreprises géantes et de conglomérats de santé. Il est aujourd'hui totalement irréaliste, quand vous êtes un médecin, de continuer à travailler isolément comme vous l'êtes. Ce n'est pas raisonnable. Il n'est pas raisonnable d'être généraliste tout seul dans votre cabinet avec votre secrétaire. Ce n'est pas raisonnable. Il faut des organisations de santé parce que la médecine est devenue trop compliquée. Et donc c'est une révolution de l'organisation du système de santé absolument majeure. Mais la santé a aussi des implications géopolitiques. Vous voyez bien que les nouvelles technologies Neuralink développées par Elon Musk, la société destinée à mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux pour nous rendre compétitifs face aux Chinois et pour améliorer nos capacités cognitives, a des conséquences qui dépassent le simple champ de la médecine. Nous rentrons dans une révolution philosophique et politique qui a des implications très supérieures à le traitement de l'angine ou le traitement de l'arthrose. Est-ce qu'il faut mettre des corticoïdes dans l'arthrose ou est-ce qu'il faut mettre des AINS? Et est-ce qu'il faut mettre des TNF-alpha dans la maladie de Steele? Vous voyez bien qu'on passe d'une médecine de réparation à une médecine d'augmentation, avec des conséquences majeures. Alors je ne sais pas à quel horizon Neuralink, société totalement contrôlée par Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, avec un patrimoine de 230 milliards de dollars, à quel rythme Neuralink va modifier les neurotechnologies. Mais vous voyez bien que ce sont des conséquences qui sont majeures. Imaginez une société dans laquelle Elon Musk pourrait augmenter significativement les capacités intellectuelles des gens grâce à ces dispositifs informatiques intracérébraux. Alors, les risques de hacking, bien sûr, on pourrait hacker notre cerveau, mais aussi des conséquences positives. On pourrait diminuer les inégalités intellectuelles, supprimer par voie biotechnologique les gilets jaunes en leur permettant d'être au niveau de l'ensemble de la population et de comprendre la complexité immense du monde dans lequel on vient. Et vous savez que quand on interroge les gilets jaunes, leur principale angoisse n'est pas liée à leurs revenus, elle est liée à leur difficulté à comprendre la complexité du monde. Et le monde est devenu ultra compliqué. Il n'y a pas plus d'1% de la population, et vous en faites tous partie ici, qui est capable de comprendre comment fonctionne un vaccin ARN messager. C'est très anxiogène pour les 99% qui ne comprennent pas, et ça fait d'ailleurs le jeu des complotistes. En réalité, la médecine est en train de muter parce que elle est bousculée par notre entrée dans le capitalisme cognitif. Après le capitalisme marchand, né à Venise, le capitalisme industriel, né en Angleterre vers 1780 avec la machine à vapeur,
et le charbon, nous rentrons aujourd'hui dans le capitalisme de la connaissance, dans l'économie de la connaissance, dans le capitalisme cognitif, qui est drivé par les grandes multinationales américaines que sont les GAFAM, et puis leurs équivalents chinois qui sont les BATX, et qui toutes ont des filiales santé. Le passage d'une médecine artisanale à une médecine data-driven est une révolution absolument radicale, qui a d'énormes conséquences sur le business santé, mais aussi sur la politique de santé publique. Qui va contrôler demain le système de santé? Eh bien, si l'Europe ne se ressaisit pas, il est clair que nous serons soignés par l'intelligence artificielle des Californiens, voire des Chinois, si la guerre froide sino-américaine se calme en tout cas. Donc vous voyez que sur les 30 prochaines années, on va parler jusqu'en 2050, on va assister à une révolution de la santé. Révolution de la santé liée à une révolution plus générale qui est le développement de l'économie de la connaissance. Alors, les conséquences de l'IA en santé, en fait, elles sont dans les deux sens. Les technologies d'intelligence artificielle et de numérisation vont créer des pathologies médicales. Vous avez tous vu le grand projet de métaverse de Mark Zuckerberg, qui est de fusionner le réel et le virtuel, et de nous permettre d'avoir une vie mélangée entre le métaverse, qui serait le Facebook du futur, c'est-à-dire un super Second Life, et puis le monde réel. Dans ce monde de mélange permanent entre la réalité augmentée, la réalité virtuelle, avec le casque Oculus qu'a racheté pour un peu plus d'1 milliard Mark Zuckerberg il y a maintenant 5 ans, la frontière entre le réel et le virtuel va s'estomper. Ça ne va pas être très bon pour les schizophrènes. Ça va générer des dépressions, des angoisses. Donc ce monde virtuel va générer des troubles psychologiques. Et ça, on n'en parle pas assez. Et d'ailleurs, il y a plein d'entreprises, de start-up à créer dans le monde de la cyberaddiction, dans la gestion des troubles de la personnalité liés au développement du métaverse de Mark Zuckerberg. Les pathologies métaversiennes vont occuper des centaines de start-up en 2050. Moi, aujourd'hui, si j'avais un peu de temps, je créerais une boîte sur la gestion médicale des pathologies liées au métaverse. Regardez ce que fait Mark Zuckerberg avec le métaverse, ça va être un truc d'enfer. Les schizophrènes vont délirer en un quart d'heure. Déjà qu'ils délirent sans métaverse. Et je vous rappelle qu'1% des Européens est atteint de schizophrénie. Et 1% de la population mondiale. Ce qu'on oublie. Ce qu'on oublie. Donc vous voyez qu'on a une conséquence inattendue de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va aider la médecine, mais aussi elle va générer, au travers de la réalité virtuelle, de nouvelles pathologies psychiatriques qui vont être passionnantes. Et ma sœur est psychiatre, donc je pense qu'elle va avoir du taf pour quelques temps. Mais, bien sûr, le volet principal auquel on pense tous, ce sont les conséquences de l'intelligence artificielle sur le diagnostic médical et sur la gestion de la médecine. Robotique chirurgicale, mais ça, c'est pas tout de suite, ça va prendre du retard, mais aussi médecine personnalisée, data-driven. Cette médecine personnalisée, data-driven, elle est un choc complet pour mon métier. Vous savez que les systèmes d'intelligence artificielle radiologique, aujourd'hui, égalent les radiologues. Et demain, vont les dépasser. La rétine humaine ne voit que 12 niveaux de gris. Une intelligence artificielle peut voir des millions de gris. Et d'autre part, l'intelligence artificielle voit des choses que l'on ne voit pas. Les meilleurs spécialistes de la rétine au monde sont incapables de déterminer devant un fond d'œil s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. L'intelligence artificielle le voit très bien, sans qu'on sache l'expliquer. On ne sait pas quels sont les patterns qui sont vus par les réseaux de neurones et qui permettent à l'intelligence artificielle de type deep learning, de type machine learning, de reconnaître le sexe sur une rétine. Ce qui signifie que demain, il y a des choses que l'intelligence artificielle va voir sur les gros volumes de données que nous générons et que nous ne saurons même pas expliquer. Alors, cette médecine gérée par la data et par l'intelligence artificielle, elle a des conséquences très fortes. D'abord, elle crée des plateformes.
quand vous faites une intelligence artificielle médicale, le coût d'investissement est très fort, mais le coût marginal est nul. Que vous analysiez par intelligence artificielle un scanner, 1000 scanners, 1 million de scanners, 1 milliard de scanners ou 1000 milliards de scanners, ça coûte à peu près la même chose. Le coût marginal est nul. On est dans une économie de coût marginal nul et de coût fixe énorme. C'est la définition de l'oligopole ou du monopole. À partir du moment où votre coût marginal est nul, celui qui est le plus gros est en situation quasi monopolistique, à tout le moins oligopolistique. C'est un problème qui ne concerne pas que la santé. On ne sait pas quoi faire des GAFAM et des BATX. Et certains proposent de les démanteler pour recréer de la concurrence, mais c'est très compliqué pour de multiples raisons. Donc ça conduit à de l'oligopolisation, et puis ça conduit à un dépassement sur un certain nombre d'activités de l'homme et de l'homme médecin par rapport à la machine. Donc nous rentrons dans un monde qui va être absolument passionnant. Il y a des tas de start-up à créer aux confins de la médecine et de l'intelligence artificielle. Mais la révolution de la santé va être difficile à vivre pour les médecins. Alors bien sûr, les médecins ne vont pas devenir les maréchaux ferrants du XXIe siècle, pas tout de suite, mais le choc va être important. Le médecin est paupérisé, il n'a pas de capacité capitalistique. Un médecin, quand il arrive à l'âge de la retraite, il a du mal à s'être acheté un petit appartement haussmannien dans les quartiers de l'Est. Il ne va pas acheter un appartement haussmannien ici. Il n'a pas d'argent. Il ne va pas créer de l'intelligence artificielle dans le cadre de son exercice médical, alors que les investissements nécessaires pour générer de l'intelligence artificielle sont colossaux. Je vous rappelle que le budget recherche d'Amazon, Amazon leader mondial du cloud computing et de l'intelligence artificielle as a service au travers d'Amazon Web Services, le budget recherche d'Amazon est en train d'arriver à 40 milliards de dollars par an, c'est-à-dire 8-9 fois le CNRS. Quand vous êtes médecin, vous n'allez pas lutter contre des géants dans votre petit cabinet. Donc vous voyez bien que le médecin ne peut plus être autonome, il est dépendant d'acteurs importants. Alors aujourd'hui, il ne l'est pas encore d'intelligence artificielle diagnostique, mais il l'est déjà de Doctolib. Pour un médecin, travailler sans Doctolib est très difficile, puisque l'informatique, le poste client du médecin est aujourd'hui complètement contrôlé, dans beaucoup de cas, par Doctolib. Donc, cette réorganisation du système de santé va modifier notre rapport à l'éthique médicale, notre rapport au business médical, et puis la façon dont nous allons être soignés progressivement, avec un changement du centre de gravité de la médecine. S'il y a beaucoup de médecins qui ont suivi la gilet jaunisation de la médecine derrière Raoult, et qui ont cru à la chloroquine, c'est parce que beaucoup de médecins sont dans une grande fragilité et ont besoin d'être rassurés, et sont tombés et ont suivi le complotisme raoultiste sur la chloroquine. Et aujourd'hui encore, alors que la terre entière sait que la chloroquine ne marche pas, il y a encore des médecins qui y croient. C'est dire la gravité, la profondeur de la crise poujadiste, de la crise corporatiste du corps médical, et nous ne sommes qu'au tout début de développement des systèmes numériques dans le monde de la santé. Cette arrivée de l'intelligence artificielle dans la santé, elle n'est pas isolée. Elle est associée au choc général du capitalisme cognitif. En 1990, 95, souvenez-vous de ce qu'on avait dit d'Internet. Internet allait gérer la paix universelle, allait supprimer les inégalités intellectuelles, allait permettre de mettre tout le monde au même niveau grâce à une éducation personnalisée sur le web. Il n'y aurait plus d'inégalités intellectuelles et plus d'inégalités professionnelles. C'est ce que les gourous du web ont écrit entre 1989 et 1995. La haine disparaîtra. Il n'y aura plus de conflits géopolitiques car les pays se comprendront mieux en échangeant les informations en temps réel grâce au web. Il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de discours de haine puisque les discours de vérité pourront s'imposer partout. Bon, on se retrouve 30 ans plus tard, on a les trolls, on a les complotistes, on a Quanon en boucle sur les réseaux sociaux
Et nous n'avons pas du tout supprimé les inégalités et nous n'avons pas créé la paix universelle. Nous sommes rentrés dans la guerre froide sino-américaine alors qu'on nous avait promis, Fukuyama le premier, que nous allions enterrer les régimes dictatoriaux et que la démocratie libérale occidentale allait s'imposer. Donc cette crise que nous avons liée à la métamorphose de notre système capitaliste avec des écarts de plus en plus importants, Google a dépassé 100 millions de dollars de bonus annuels pour des très bons spécialistes en intelligence artificielle. 100 millions. Bon, alors, le dollar est à 0,90, donc ça nous fait autour de 90 millions d'euros par an, ça nous fait 8 millions d'euros par mois. Les écarts n'ont cessé d'augmenter, l'économie de la connaissance favorise les métropoles, les individus, et demain elle va favoriser les médecins entrepreneurs par rapport à ceux qui charcutent dans les blocs opératoires. Tout cela va générer beaucoup de crises. L'intelligence artificielle en santé est une machine à créer des crises à l'intérieur du système de santé. Puis, vous imaginez bien que la réorganisation de nos hôpitaux va être absolument dramatique. Un système piloté par l'intelligence artificielle va entraîner une diminution drastique des durées de séjour hospitalières à moyen terme et donc des besoins en lits hospitaliers. Or, la fonction publique hospitalière en France, c'est quasiment 1 million de personnes. Et contrairement à ce qu'on pense, l'hôpital est une entreprise à basse valeur ajoutée. C'est comme la poste. Il y a beaucoup plus de laveurs de sol et de laveurs de malades et de brancardiers que de spécialistes en anatomopathologie, de professeurs d'anatomopathologie ou de spécialistes en biophysique. Le niveau moyen de formation dans les hôpitaux, il est bas. Même s'il y a quelques grands professeurs, mais ils sont minoritaires. Donc la réorganisation du monde de la santé, dans le monde libéral, va être compliquée, dans le monde hospitalier, va être aussi extraordinairement compliquée. Donc vous voyez que nous avons du pain sur la planche, l'entrée dans un monde de complexité médicale extraordinaire, drivé par la data. Chacun d'entre nous va générer en 2025 150 gigaoctets de données par jour, 150 milliards de données par jour, 150 gigas. Alzheimeriens, nourrissons et gens du tiers-monde confondus. Là, c'est une moyenne mondiale sur la totalité des 8 milliards de personnes sur Terre. 150 gigas par jour. En santé, les volumes vont être juste affolants. Un séquençage ADN, c'est 20 téraoctets de données, 20 000 gigas, 20 000 milliards par malade. Vous imaginez bien que dans une consultation médicale de 8 minutes, déshabillage et rhabillage compris du malade, le médecin ne va pas traiter 20 gigaoctets de data. Donc, cette réorganisation, cette extension du champ de la médecine, et Neuralink est un très bon exemple des problèmes éthiques qui vont arriver. Bidouiller le cerveau, je ne parle même pas de l'utérus artificiel et des technologies de bébé à la carte qui sont en train d'émerger et qui vont faire que notre amie Brigitte Bardot et les bioconservateurs vont faire une crise. Ce changement des frontières de la médecine, cette extension du champ de la médecine, l'inclusion de l'éducation dans la médecine au travers des technologies de neuroenhancement comme son Neuralink, vont entraîner des crises extraordinaires, vont être fascinantes à observer, mais vont entraîner une poujadisation croissante du monde de la santé. Les technologies que nous allons voir se développer dans la médecine, le métaverse, l'intelligence artificielle, notamment sous forme de deep learning, les NFT pour la sécurisation non-fungible tokens, pour sécuriser les transactions. Et mon collaborateur Alexandre Sikopoulos, c'est un spécialiste de l'Ethereum, si ça vous intéresse d'en discuter avec lui, vont radicalement changer la structure organisationnelle du monde de la santé. Comme toute l'économie cognitive, ça va être passionnant pour les élites médicales et il va y avoir de plus en plus de médecins milliardaires. La doctolibisation de la médecine, ou l'alanisation de la médecine, pour prendre 2 startups françaises, des boîtes qui valent déjà quelques milliards de dollars et qui sont contrôlées par leurs actionnaires fondateurs, fait naître cette arrivée de milliardaires
de l'intelligence artificielle et de la numérisation de la santé. J'ai créé 3 boîtes que j'ai revendues plus de 100 millions, mais je suis tout à fait petit bras par rapport à cette génération qui crée maintenant des licornes en milliards de dollars. Je suis un petit joueur. Vous voyez que pour le corps médical, l'arrivée de ces milliardaires de l'intelligence artificielle médicale va être terrible. Va être terrible et va être très très troublant. C'est un phénomène général. L'économie de la connaissance génère des inégalités croissantes. Je parlais des bonus à 100 millions de dollars chez Google, et ça va se généraliser dans tous les secteurs d'activité. Donc il faut qu'on s'habitue à un monde de la santé transformé par l'intelligence artificielle, un monde de la santé qui va devoir soigner des nouvelles pathologies, notamment liées au métaverse et aux problèmes de personnalité que ça va induire, mais également aux conséquences politiques, sociales et philosophiques du développement des technologies NBIC, avec des écarts plus importants entre les individus, une réorganisation de nos systèmes de santé qui vont être violentes et parfois trop violentes par rapport à nos capacités de réorientation et de formation des personnels. Je ne parle bien évidemment pas des PUPH, mais je parle des personnels d'exécution. On en parlait tout à l'heure. L'un des trucs les plus extraordinaires qui va arriver d'ici 2050, c'est la fusion de la radiologie, de l'anapathie, de l'ophtalmologie, de la dermatologie, c'est-à-dire de toutes les spécialités visuelles, puisque la cassure que nous avons créée en médecine entre ces métiers, entre les différents métiers qui observent les lésions avec leurs yeux, ou les clichés radiologiques, ou les liaisons au microscope, cette séparation n'a plus lieu d'être. À l'ère de l'intelligence artificielle, faire de l'anapathie, de la dermato, regarder un fond d'œil, regarder un eczéma ou analyser un scanner, c'est la même chose pour un réseau de neurones. Donc, les segmentations issues du 19e siècle, où nous avons cassé la médecine en morceaux, en franchises par organe, va exploser. Cette révolution est absolument passionnante de façon certaine pour les malades, dont l'état de santé va être amélioré, passionnante pour les élites médicales qui voient s'ouvrir un champ extraordinaire, un Far West biotechnologique extraordinaire, beaucoup plus difficile pour les médecins de base et pour les personnels qu'il va être très très difficile de réorienter à un moment où la technologie galope. C'est pour ça, je vous le répète, qu'il faut dès à présent réfléchir à la gilet jaunisation de la médecine, parce que les troubles sociaux générés par l'intelligence artificielle ne sont pas anticipés. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, la formation des médecins, de nos jeunes qui rentrent en médecine, n'a pas significativement changé depuis 1960. Or, la médecine est en train de changer radicalement. Nous sommes en train de former les jeunes futurs médecins à la médecine du passé, et c'est extrêmement dommage. Le Mandarina va devoir faire un effort pour que nos enfants ne soient pas formés à une médecine qui n'existera plus le jour où ils arriveront en 8e année.